On se retrouve pour cette troisième partie, une table ronde plus classique, je dirais, autour de prévention des données de santé, une priorité pour 2023. Le ministre l'a évoqué, hein, et on l'a entendu en filigrane de tous nos échanges ce matin. La prévention est une politique publique qui est absolument essentielle pour l'avenir du système de santé et pour lequel les données de santé peuvent apporter une contribution absolument majeure dans le repérage fin des risques de santé par catégorie de population, dans le cadre de la recherche, bien entendu, sur la prévention, dans le cadre de la mise en place de politiques adaptées aux différentes cibles. Et donc, c'est de cela dont nous avons parlé avec nos 7 intervenants que je vous présente, de la gauche vers la droite. Donc, Ella Gariani, déléguée du numérique en santé par intérim, Jean-François Thébault, vice-président de la Fédération française des diabétiques, Marguerite Cazeneuve, directrice déléguée à la gestion et à l'organisation des soins à la CNAM, professeur Fatemeh Nourachemi, présidente de la commission médicale d'établissement au CHU de Toulouse, François Bec, directeur de la promotion et de la prévention chez Santé publique France, Éric Carrel, président fondateur de Withings et Invoxia, et vous, Paul Grignon, chef de Data IA et Green Data Forels au commissariat général au développement durable. François Bec, peut-être, si vous voulez bien, peut-être nous faire un petit point de définition sur ce qu'est la prévention aujourd'hui et nous démontrer, chiffres à l'appui, à quel point cette politique de santé est tout à fait essentielle au vu d'un certain nombre d'indicateurs de santé de la population française. Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors, juste une petite précision, je ne suis pas directeur de la promotion, mais de la promotion de la santé. D'accord. Donc voilà, je vais vous rappeler, peut-être commencer par vous rappeler la définition de l'Organisation mondiale de la santé de ce qu'est la prévention. C'est l'ensemble des mesures qui visent à éviter ou réduire le nombre et la gravité des maladies, des accidents et des handicaps. Alors très concrètement, quand on fait de la prévention, en fait, on va surtout chercher à mettre en œuvre des interventions qui sont conçues pour véritablement changer les comportements, pas simplement passer une information ou un message, changer aussi éventuellement des environnements et amener ça dans un sens qui soit favorable à la santé. Alors, quelques chiffres pour donner le cadrage. Donc, si je me réfère au dernier rapport de la Cour des comptes sur les politiques de prévention, on a en France 3,3 millions de personnes qui souffrent d'un cancer, 3,9 millions qui souffrent de diabète et 5,1 millions de personnes qui souffrent d'une maladie cardiovasculaire. Et si on prend les individus qui ont au moins 2 de ces pathologies, on atteint 2,3 millions de personnes. Donc c'est des chiffres qui sont assez considérables. Et c'est des chiffres qui sont aussi en augmentation assez forte, en lien avec le vieillissement de la population, mais pas seulement. Dans la mesure où on avait en 1994 3,3 millions de patients souffrant de maladies chroniques, et qu'on est actuellement autour de 10 millions en France. Donc c'est des chiffres qui sont quand même véritablement importants. On est aussi dans un contexte où les principaux facteurs de risque sont à des niveaux qui sont également assez alarmants. J'en citerai juste quelques-uns. La prévalence tabagique, par exemple, on est en France à 30% de tabagisme actuel en population générale, alors que dans des pays qui vont être plus exemplaires en matière de prévention, on est plutôt, ils ont réussi à arriver autour de 15%. Donc c'est faisable et on doit arriver à parvenir à ça. Un autre exemple aussi, la part des consommateurs d'alcool qui dépasse les repères de consommation à moindre risque, qui représente un quart de la population. Là aussi, c'est des choses où probablement on peut faire beaucoup mieux en matière de prévention. Donc il y a un certain nombre d'enjeux à des âges clés de la vie, notamment autour de la petite enfance et même autour de la grossesse, où on sait que toutes les interventions qu'on va faire à cette période-là vont être celles qui vont avoir le plus fort retour sur investissement. Donc c'est extrêmement important. On a aussi l'âge de l'initiation des conduites à risque ou d'installation de la sédentarité aussi, qui est donc entre l'enfance et puis le passage à l'âge adulte. Et puis on a identifié plus récemment que la prévention à mi-vie, donc autour de entre 40 et 55 ans, était aussi une fenêtre d'opportunité vraiment intéressante, puisque c'est un moment où les gens vont commencer à être confrontés à des problèmes de santé, commencer à se poser des questions, pas forcément avoir les réponses. Et donc là, il est intéressant de leur donner des clés, leur proposer en général des politiques de petits pas pour rentrer dans des comportements plus favorables à la santé. La donnée est un outil important justement pour
éclairer, préciser l'information et, je dirais, inciter à se projeter dans des actions de réduction des risques? C'est plus qu'important, c'est véritablement indispensable puisque ça nous permet de faire un état des lieux objectivé. Donc ça, c'est déjà fondamental pour organiser une politique publique, une politique de prévention. Et puis surtout, ça va nous permettre de faire de l'évaluation des actions qu'on entreprend. Et donc, en ça, la donnée de santé, elle est complètement centrale, finalement, dans le dispositif de prévention. Merci François Bec. Marguerite Cazeneuve, la CNAM n'est pas, je dirais, le stratège des politiques de prévention. Par contre, c'est un opérateur absolument clé par son maillage, par la puissance de son réseau. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous appuyez sur les données de santé, notamment celles du SNDS, pour construire des stratégies de prévention efficaces et adaptées à la multitude des publics que vous rencontrez? Plus proche, si vous voulez bien. Et voilà, poussez le bouton, ça prend 2 secondes. Vous m'entendez? Voilà. Ouais, super. Donc effectivement, l'assurance maladie, c'est un très gros opérateur de santé publique. Et donc, sur la base des recommandations de la Haute Autorité de Santé publique France du ministère, on peut nous conduire des actions qui sont des actions évidemment importantes d'un point de vue opérateur, puisqu'on a la possibilité de contacter à la fois les assurés et les professionnels de santé, et donc d'avoir une très grosse mobilisation de tout un écosystème. Alors effectivement, pour faire ça, on a besoin de données, et donc se pose toujours la grande question de savoir, mais finalement, l'assurance maladie, elle est assise sur un tas d'or de données, mais que fait-elle de ces données? Alors, je vais peut-être me concentrer sur grosso modo, ce qu'on appelle la prévention secondaire. Le terme est encore tout à fait juste, mais grosso modo, dépistage, examen obligatoire et vaccination, qui est normalement rangé dans la prévention primaire, mais voilà, tout ce qui est prévention un peu, on va dire, médicalisée. Alors, historiquement, l'assurance maladie, elle utilisait ces bases de données administratives, c'est-à-dire âge, sexe, est-ce que le foyer a une complémentaire santé solidaire, etc., pour conduire des actions de prévention. Et donc, notamment, il y a un programme historique qui s'appelle MTDAN, pour inviter les parents à un examen bucco-dentaire pour leurs enfants. Et donc, en fait, ces 3 critères-là, déjà, nous permettaient d'envoyer les invitations aux parents, etc. Et on a vécu assez longtemps, en fait, avec, j'allais dire, ces éléments un peu frustres. Est arrivée la crise Covid, et en fait, pendant la crise Covid, alors c'était très différent, puisqu'on a eu, évidemment, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, des dérogations en matière d'utilisation des données de santé. Et on a totalement changé notre manière de fonctionner, c'est-à-dire qu'on a utilisé des données médicales pour dire, en fait, voilà, les personnes ne sont pas vaccinées, mais ces personnes-là, on va les identifier, on va les relancer, on va informer leur médecin traitant qu'elles ne sont pas vaccinées, etc. Et donc, à la fin, alors évidemment, c'est multifactoriel, mais en France, on a atteint 95% de la population éligible en primo-vaccination. Et donc, c'est un succès collectif, mais qui est aussi lié au fait qu'à un moment donné, on a pris cette donnée et on est allé jusqu'au bout. Et donc, de la campagne nationale au dernier kilomètre, en lien avec les associations, en lien avec les élus, etc., pour aller chercher les personnes qui étaient non vaccinées. Et en informant les médecins, d'ailleurs. Et en informant les médecins, exactement. Alors, la question, c'est, en dehors du cadre un peu dérogatoire juridique qui existait pendant la crise, qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui faire? Donc, l'assurance maladie, elle a une base de données qui s'appelle le SNDS, avec ses données de remboursement, ses données administratives, les données du PMSI, donc des établissements de santé, et puis quelques autres bases de données. Alors, tout ça est anonymisé au niveau national, mais la CNIL nous autorise à faire des dérogations à ce principe d'anonymisation des données pour conduire certaines politiques précises. Et donc là, notamment, c'est ce qu'on va déployer dans les prochains mois sur le dépistage du cancer. Donc on a démarré en envoyant des courriers de rappel à toutes les personnes non dépistées cette année. D'ici 2 semaines, on va envoyer à tous les médecins traitants la liste de leurs patients qui n'ont pas été dépistés d'un cancer. Et à compter de 2024, c'est l'assurance maladie qui reprendra toute la partie invitation, relance, aller vers, c'est-à-dire... voilà. C'est une annonce que vous nous faites aujourd'hui, là. Oui, alors que le ministre a annoncé lundi. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas grillé la priorité non plus. C'est vrai. Mais oui, absolument. Et donc, c'est effectivement cette idée de se dire, on prend une partie des données, et donc là, grosso modo, c'est pas super compliqué, mais c'est quand même un cadre assez strict, c'est-à-dire qu'on prend les données administratives des gens, on prend les données en matière d'historique de remboursement, et en fonction de ça, on construit une politique. D'accord. Voilà.
Sachant que sur le dépistage du cancer, par exemple, on est très loin des objectifs. D'après les chiffres qu'a annoncé le ministre, on est quand même, on peut faire beaucoup mieux. Oui, c'est juste qu'effectivement, à un moment donné, on est à 35% de dépistage du cancer colorectal, on est à un peu entre 50 et 60% sur le dépistage du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus. Les meilleurs pays européens, ils sont à 70%, les Pays-Bas, la Finlande, etc. Et donc, on stagne, si ce n'est une légère régression ces dernières années. Donc, à un moment donné, je veux dire, ce qu'on a réussi sur le Covid, on peut le réussir sur les dépistages. Et donc, il y a les dépistages. Je pense que derrière, il y aura la vaccination. On peut conduire des politiques qui sont similaires. Et puis, on y reviendra peut-être après, tout ce qui relève des examens obligatoires de l'enfant. Parce qu'en fait, parmi les dépistages les plus importants, ce sont les dépistages dans la toute petite enfance, comme ça a été rappelé. Et là, il y a une question, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas la donnée. On n'est pas en mesure de savoir les enfants qui ont été dépistés, pas dépistés, pris en charge, pas pris en charge. Les données vont être absolument stratégiques pour la définition du contenu des consultations de prévention aux âges clés. Oui, absolument. Alors nous, on va rester, il y a la partie, j'allais dire, plus épidémio, c'est-à-dire le contenu, ce qui est pertinent à chaque âge. Donc ça, c'est vraiment une compétence de Santé publique France et du ministère de la Santé. Nous, en revanche, effectivement, on pourra arriver comme opérateur pour inviter les gens, vérifier qu'ils ont passé leurs examens, les relancer et pousser de l'information qui soit un peu plus ciblée pour les amener dans ce parcours de prévention. D'accord. Dernière question, Marguerite. Mon espace santé va fêter ses 1 an très prochainement. Est-ce que, parce que c'est une nouvelle base de données extraordinaire qui se profile, est-ce que vous allez pouvoir l'utiliser ou bien est-ce qu'il y a des limites justement à cette utilisation, notamment pour pousser encore plus loin cette politique du aller vers que vous avez mise en place pendant le Covid et que vous souhaitez absolument traduire dans le quotidien de tous les Français, si j'ai bien compris? Alors, mon espace santé, en fait, toutes les données qu'il y a dans mon espace santé, qui est le carnet de santé numérique des gens, on n'y a absolument pas accès. En fait, nous, l'assurance maladie, on l'héberge, mais on n'a pas le droit de rentrer dedans. Donc, en fait, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et donc, vous rentrez vos informations, les professionnels de santé y injectent vos informations. Nous, on héberge, mais on n'a jamais la possibilité d'entrer dans mon espace santé. La seule chose que l'on a le droit d'utiliser par rapport aux comptes qui sont créés, c'est les informations d'âge et de sexe. Et déjà, les informations d'âge et de sexe, ça peut nous permettre de faire énormément de choses parce qu'en fait, quand on parle de vaccination, quand on parle de dépistage du cancer, etc., quand on parle de messages, des messages de prévention sur les maladies cardiovasculaires, etc., en fait, déjà, ces deux informations-là, elles nous permettent d'envoyer de la prévention. Et donc, effectivement, l'objectif, c'est d'avoir un contenu éditorial dans mon espace santé qui soit le plus adapté possible. En particulier, du coup, pour les enfants, puisque pour les enfants, l'objectif, c'est vraiment de faire de mon espace santé le carnet de santé de l'enfant numérique, avec toute la partie informationnelle qui existe dans le carnet de santé papier. Et donc, la petite révolution qu'on va conduire, qui va prendre un peu de temps, parce que c'est un changement assez radical dans l'ensemble du système, c'est d'arriver à numériser et utiliser l'information des examens obligatoires de l'enfant. Donc aujourd'hui, quand vous emmenez votre enfant chez le pédiatre ou chez le médecin généraliste, dans votre carnet de santé, il coche des trucs, donc il coche des examens, mais en fait ça, vous repartez avec. Dans certains cas, normalement, les données sont censées être envoyées à la PMI, puis consolidées par l'adresse, mais en fait, c'est pas fait ou pas suffisamment fait. Donc, en fait, on n'a quasiment aucune donnée épidémiologique fiable sur les enfants. Et par ailleurs, en fait, le système de santé dans son ensemble est dans l'incapacité de savoir, en fait, tel enfant, il a un retard, il a un facteur de risque de retard du neurodéveloppement. Est-ce qu'il a été pris en charge, etc., etc. Et donc, on n'a aucun suivi, donc très peu de suivi sur la santé de l'enfant, si ce n'est par des cohortes. Et donc là, l'objectif, c'est qu'à 5 ans, via mon espace santé et via la dématérialisation des dépistages, en tout cas des résultats des examens de l'enfant, on arrive à conduire une vraie politique en matière de santé publique de l'enfant. D'accord. Est-ce qu'il faut bouger un petit peu le champ de protection de mon espace santé pour vous permettre d'aller un peu plus loin dans la compréhension de l'âge et du sexe, ou bien justement pour des raisons éthiques, c'est pas imaginable? Alors, on va poser, en fait, on travaille de toute façon main dans la main avec la DNS, avec la CNIL, etc., pour voir ce qu'on peut exploiter. Par exemple, on pourrait avoir la possibilité de se dire, indépendamment de l'âge et du sexe, par exemple, si la personne s'auto-déclare dans son espace santé, je suis diabétique, en fait, on pourrait imaginer, sans que nous, cette information ne nous remonte, mais on pourrait imaginer que son espace santé, il se reconfigure avec des messages qui sont adaptés aux patients diabétiques. Et donc ça permettrait en fait de faire de la prévention médicalisée, mais qui soit à la main
C'est ça. patient et qui ne nécessite pas une remontée ou un partage d'informations au niveau de l'assurance Un consentement maladie, éclairé sur son statut de santé Exactement. qui automatiserait les messages adaptés. D'accord. Et là, Gariani, du coup, on va poursuivre avec vous dans ce champ et reprendre peut-être un peu plus de globalité. Hein. Vous présentez donc le 14 décembre, dans le cadre du Conseil du numérique en santé, la nouvelle feuille de route de la stratégie du numérique en santé pour 2023-2027. Alors, sans détailler la feuille de route, mais peut-être quels sont les axes qui seront portés sur les liens entre données de santé et prévention. Je suppose que ça va être un chapitre important de cette feuille de route. Oui, alors peut-être d'abord, la feuille de route elle va être mise en concertation. Donc l'idée, c'est vraiment que l'ensemble des participants, notamment ceux qui sont avec nous aujourd'hui, ceux qui nous écoutent à distance, puissent participer à la construire et à l'enrichir. Donc ce qui sera publié le 14 décembre, c'est vraiment une ébauche, un objet de travail collectif pour définir notre stratégie qui, comme celle qu'on a menée sur les 3 dernières années, ne pourra fonctionner que si on s'y met tous. Juste pour revenir sur la question de la prévention et notamment de mon espace santé, en fait, ces dernières semaines, avec les collègues de l'assurance maladie, on a mis en place un comité citoyen pour répondre très exactement à la question de l'éthique que vous venez d'aborder, Hervé, de dire, en fait, moi, à titre personnel, à quel point est-ce que j'accepterais que mes données de santé soient traitées par un algorithme dont l'assurance maladie n'aurait aucune visibilité et personne d'autre ne pourrait y avoir accès, mais qui se jouerait sur mes données personnelles stockées dans mon espace santé, soit alimentées par moi-même, comme le disait Marguerite, je déclare que je suis diabétique, soit alimentées par un laboratoire de biologie. Et du coup, on a posé la question aux gens de savoir jusqu'où est-ce que, et dans quelles conditions est-ce qu'on accepterait ça. Et donc, les débats ont été passionnants pendant 3 week-ends d'affilée avec des experts qui ont été auditionnés. On va rendre public le rapport le 12 janvier à l'occasion des assises citoyennes qui porteront très exactement sur cette question, jusqu'où est-ce que je suis prête à accepter que mes données de santé à caractère personnel soient utilisées à des fins de prévention. Et donc la question, là, d'un point de vue éthique, elle est super intéressante parce qu'il y a bien évidemment la question de l'information, du consentement, comment est-ce que moi j'accepte que ces données soient traitées, mais d'un autre côté, comme on le sait et comme le disait Marguerite, un des freins au recours à la prévention, c'est aussi un frein d'accès à l'information. Et donc, il faut quand même que cette information puisse être personnalisée. Et si on le soumet systématiquement au consentement exempté de la personne, ben en fait, on cible les personnes qui se soucient déjà de leur santé. Donc, en fait, on crée potentiellement, on aggrave les inégalités d'accès à la prévention. Donc, c'est un débat éthique passionnant qu'on a du coup eu avec des citoyens et des experts, en associant notamment les associations de patients. Et donc, on vous restituera le 12 janvier les conclusions de ce comité citoyen. Mais nous, ça va très clairement éclairer nos prochaines années sur ce volet de la prévention. Ce qui me fait arriver sur la feuille de route 2023-2027. En gros, ces 3 dernières années, on a collectivement mis en œuvre des efforts considérables pour rattraper le retard de la France dans la e-santé. On a mis en place un cadre technique d'infrastructures qui nous permettent vraiment d'affronter demain les challenges et les enjeux du numérique dans le champ de la santé de manière plutôt confiante. On a une identité nationale de santé qui va permettre d'identifier les patients tout au long de leur parcours de soins. C'était encore un rêve il y a 5 ans, un vrai serpent de mer. On a mis en place et on s'est retroussé les manches avec les collègues de l'assurance maladie pour enfin offrir à l'ensemble de nos concitoyens un carnet de santé numérique. Ce truc-là, pareil, avec le DMP, c'était, on va dire, un serpent de mer aussi, 10-15 ans d'errement compliqué avec des promesses non tenues. Là, on a 98% des patients en France qui ont enfin un carnet de santé numérique qui vont leur permettre de suivre tout au long de leur vie leur santé. On a mis en place un plan d'investissement massif pour mettre à jour les logiciels qui sont utilisés au quotidien par les professionnels de santé avec le Ségur de la santé. Donc, on a vraiment réorienté collectivement la trajectoire qu'on devait prendre sur le numérique dans le champ de la santé. Mais néanmoins, il nous reste plein de challenges pour mettre le numérique au service de la santé. Comment est-ce que le numérique va nous aider à répondre aux enjeux d'accès aux soins, d'améliorer l'information sur l'offre de santé sur les territoires? Comment est-ce que le numérique peut nous aider à améliorer la qualité de la prise en charge en faisant en sorte que les professionnels de santé au quotidien puissent facilement consulter l'historique médical de leurs patients? Et bien évidemment, comment est-ce que le numérique peut nous aider à prendre le virage de cette santé préventive et faire en sorte d'accompagner les citoyens au plus tôt dans la détection de leur pathologie. Et ça, on revient à ce que disait Marguerite, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut informer les personnes sur les dépistages, sur leur parcours de santé, comment est-ce qu'on suit la santé des enfants dans mon espace santé, et comment... Et aller chercher les publics les plus éloignés, ce qui est un enjeu politique majeur.
majeur et qui nous mobilise au quotidien, nous et les 7500 ambassadeurs sur le terrain qui vont accompagner les citoyens dans la prise en main de leur espace santé. On organise très régulièrement dans les lieux où les gens se soucient de ces questions-là, ça veut dire généralement des salles d'attente, des salles d'admission à l'hôpital. On organise des rencontres où on aide les gens à activer leur compte Mon Espace Santé. Et c'est l'occasion d'avoir cette discussion d'ailleurs sur c'est quoi le numérique dans le champ de la santé, que deviennent mes données, où est-ce qu'elles sont hébergées. Toutes ces questions que les gens se posent au quotidien. Nous, on forme un réseau d'acteurs qui, sur le terrain, vont accompagner les gens dans la prise en main de Mon Espace Santé et la saisie. Ce qui ne répond pas à la question de la place de la prévention. Donc, c'est un des axes, on va dire, sur lesquels collectivement on va se demander comment est-ce qu'on fait en sorte que le numérique nous permette d'améliorer l'accès à la prévention. On a parlé de la prévention personnalisée dans Mon Espace Santé, du carnet de santé de l'enfant, mais ça va aussi se jouer du côté des professionnels de santé. Comment est-ce qu'on leur permet à eux, dans leur logiciel, d'avoir des informations qui permettent peut-être d'inciter tel ou tel comportement en fonction des facteurs de risque. Tout à l'heure, Claude nous a montré à l'écran un set de données minimum sur les comportements à risque ou les risques environnementaux qui concernent les personnes. Et ben, typiquement, l'organisation des fameux bilans aux âges clés, c'est peut-être aussi le moment de capter ces informations-là et peut-être de consolider ces données, ce set de données minimum concernant le rôle sanitaires. Des médecins, notamment, a été majeur dans la conviction de la vaccination pour des publics hésitants, on le sait ça. Donc il faut leur donner des arguments, des données fines. Exactement, c'est ce que disait Marguerite sur la stratégie d'aller vers et de Exactement. dire aux professionnels de santé, notamment aux médecins traitants, dans votre patientèle, tel patient à risque ne s'est pas encore fait vacciner, n'hésitez pas à l'y inciter. D'accord. Il y aura des incitatifs pour les professionnels de santé justement à utiliser ces outils numériques. Du coup, je repasse la parole à Marguerite, forcément. L'argent, c'est L'argent, vous en discutez en ce moment, me semble-t-il. Oui, en tout cas, on a démarré les discussions avec les médecins sur la convention médicale, qui est le contrat qui régit les relations entre l'assurance maladie et les médecins libéraux pendant 5 ans. Et donc, il y a effectivement un volet numérique qui est très important, qu'on a commencé à travailler avec la DNS. Donc, il y a déjà des indicateurs du numérique qui existent, mais c'est sûr que là, ce qu'elle a à expliquer, c'est qu'en quelques années, on a totalement bouleversé l'écosystème du numérique. D'ici quelques mois, tous les professionnels de santé auront des logiciels interopérables, etc. Et donc, il faut maintenant qu'on accompagne les professionnels de santé pour qu'ils utilisent ces logiciels, qu'ils se parlent entre eux. Donc ça, c'est la grande révolution. L'architecture technique, elle est là. Et maintenant, il faut qu'ils l'utilisent. Donc, pour qu'ils l'utilisent, il faut d'abord que ce soit facile à utiliser. Donc, on va bosser avec les éditeurs pour que ce soit le plus facile à utiliser, parce qu'on sait que les médecins, ils n'ont pas le temps. Mais ensuite, effectivement, on va essayer de les accompagner, de les inciter, de faire tout ce qu'on peut pour être à leur service, pour qu'ils puissent, de manière automatique et le plus fluide possible, utiliser tous ces outils. Merci. Et là, je vous repasse le micro, si vous voulez bien. Alors, il me semble qu'un des enjeux majeurs pour cette nouvelle politique de prévention, ça va être de mesurer les impacts d'efficience de ces nouvelles campagnes de santé publique à partir d'indicateurs clés, de résultats, de performances, etc., etc. Et la donnée sera absolument essentielle, et notamment le croisement de la donnée, l'hybridation de la donnée, qui est un des sujets majeurs sur lequel travaille le Health Data Hub, mais qui est absolument essentiel pour une approche fine de ce qui se passe en vie réelle. Oui, alors juste pour bien clarifier, là, tout ce dont on vient de parler avec Marguerite, c'est ce que nous, on va appeler de l'usage primaire des données de santé. C'est vraiment de l'usage des données de santé à caractère personnel pour le soin à la main du patient. Maintenant, ce que vous évoquez là, c'est plutôt la partie des usages secondaires. Voilà. Donc, il faut vraiment distinguer les deux environnements, on va dire, et notamment le cadre légal qui régit très différemment ces deux types d'usages et ces deux finalités. En gros, pour ce qui est de l'usage secondaire des données de santé, notamment pour l'évaluation des politiques publiques et bien distinguer ou mesurer l'impact effectif, là, il faut qu'on travaille collectivement avec l'adresse et c'est vraiment la feuille de route que vous a partagée Claude juste avant la pause avec les quelques points clés sur lesquels il faut qu'on articule les enjeux de sécurité, d'éthique, d'interopérabilité, mais aussi les moyens qui sont à disposition des acteurs, que ce soit du côté des promoteurs ou des entrepôts de données de santé. Ce qu'on s'est dit avec les collègues de l'adresse du Health Data Hub et l'ensemble des acteurs qui travaillent sur ces questions d'usage secondaire des données de santé, c'est qu'il fallait que, courant 2023-2024, on définisse une stratégie collective en imaginant le rôle de chacun, et c'est un peu le rôle des groupes de travail dont a parlé Claude et donc, dont on s'est dit qu'il fallait qu'on échange là très rapidement pour justement faire en sorte que, aussi du point de vue de la réutilisation des données de santé, donc cet usage secondaire, on soit en capacité demain
de mesurer notamment l'impact effectif des stratégies de santé publique dont on parle. Merci. Et là, Jean-François Thébault, vice-président de la Fédération française diabétique. La FFD est une des associations les plus impliquées, les plus emblématiques de l'engagement dans la santé numérique. Quel regard vous portez sur ce qu'on vient d'évoquer, hein, sur un usage augmenté, je dirais, des données de santé, à la fois sur un plan individuel, hein, dans la gestion du parcours de soins des patients diabétiques et autres, bien entendu, et également dans un usage collectif. Vous y encouragez les pouvoirs publics et les professionnels à s'y engager, et en même temps, vous posez aussi quelques warnings dans l'usage éthique de ces données. Oui, merci beaucoup d'avoir invité la Fédération. Tout ce que j'ai entendu jusqu'à présent, depuis quelques minutes, ça va tout à fait dans les préoccupations effectives qu'on peut avoir. Et j'aime bien la manière dont vous avez abordé le sujet en mettant d'emblée les problèmes éthiques, les problèmes pratiques, les problèmes techniques, mais en deçà un peu de l'aspect très technique du numérique, qu'on a un peu trop tendance à présenter comme un mot magique qui va régler tout. En prévention, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, vous êtes plus compétent que moi sur ces sujets, mais franchement, le problème de la prévention primaire, secondaire et tertiaire, c'est pas les mêmes. Hein. Prévention primaire, ça touche tout le monde, toutes les structures, tous les corps de l'État, tous les ministères, et ça devrait être une politique globale, pas seulement menée par la santé. Enfin, il faut bien sûr un chef d'orchestre, et ça devrait être une politique complètement interministérielle, depuis l'environnement jusqu'à l'alimentation, passant par l'aménagement du territoire, enfin, toutes ces données. Ce qui est formidable avec cet entrepôt de données globales, c'est qu'on va avoir une vision globale et exhaustive des choses. Ça, c'est un acquis fondamental au point de vue épidémiologique. Par exemple, pour ce qui concerne le diabète, on a bien sûr les chiffres de l'assurance maladie sur le nombre de diabétiques et de traitements. On a des données qui sont issues d'échantillons dits représentatifs comme ENTRAIDE 1, ENTRAIDE 2, ENTRAIDE 3, mais on n'a pas la réalité des chiffres, entre guillemets, en vie réelle. Et ça va nous permettre d'avoir cette vision, et en particulier cette vision territoriale. Parce qu'on l'a dit, on le redit, les déterminants de santé, les déterminants sociaux de santé sont absolument majeurs. On le sait dans le diabète, dans l'obésité, dans le cancer. On voit les territoires qui sont touchés, et il n'y a manifestement pas les mêmes politiques de santé publique à mettre en place dans les territoires en fonction des incidences respectives des différentes pathologies. On l'a vu avec le Covid. Le Covid, c'est plutôt des gens en précarité et qui sont décédés et autres. Et dans ces territoires-là, on voit que ça va nous permettre de faire à l'échelon global ce qu'on espère, des politiques ciblées sur les territoires avec des moyens différents vers ceux qui en ont le plus besoin. Ça va être des données formidables que va pouvoir utiliser l'assurance maladie. La prévention secondaire, vous avez les bases de malades, de gens qui ont des pathologies, à leur adresser des messages spécifiques en fonction de leur pathologie, notamment pour le dépistage. Ça devrait être aussi une politique d'aller vers, mais en y intéressant les professionnels de santé. Par exemple, il est assez frappant de voir que l'examen qui est le plus fait pour le dépistage des diabétiques, c'est le fond d'œil, les yeux. Pourquoi ? Notre explication, c'est parce qu'il n'y a pas besoin de prescription pour y aller. Et les patients, ils vont eux-mêmes, il suffit de les mobiliser, même s'il n'y en a pas encore assez. Donc le fait d'avoir un barrage obligé pour la prescription est quelque chose qui est déjà handicapant et qui exclut une partie de la population visée. Un autre exemple, qui est sur le cancer colorectal, pour avoir, heureusement, maintenant vous l'avez mis en place chez les pharmaciens, mais c'était un parcours du combattant quasiment pour obtenir le kit. Il fallait voir son médecin, que son médecin en est, vous le remettre, etc. Je veux dire, il y a des barrières qui sont mises. Mais aussi, vous avez des données nominatives et personnelles. Donc, tout ce que j'ai dit là, c'était l'intérêt collectif. Bien entendu, tous les enjeux que vous donnez sont bons et doivent être faits, mais il y a l'intérêt individuel. Et là, vous avez aussi la capacité, avec des choses qu'il faudrait faire dans le aller vers. Par exemple, vous parliez du cancer du sein. C'est bien de dire qu'il faut aller se faire dépister, mais ce serait mieux d'envoyer une convocation pour les gens qui n'y vont pas. Ça s'est fait dans certains pays, en Angleterre notamment. Pour le moment, vous refusez à le faire, pas être suffisamment intrusif, mais ça fait partie des choses qu'il faudrait faire. Celles ou ceux, en particulier dans ces territoires-là,
qui n'ont pas fait le dépistage, enfin celles qui n'ont pas fait le dépistage, excusez-moi, celles qui n'ont pas fait le dépistage, vous les ciblez, vous les connaissez, leur envoyez, non pas, mais il y a réellement une convocation avec une date à un endroit. Dans les pays où ça a été fait, ça montre qu'on augmente tout de suite. Voilà, dans cette politique. Alors là, on se heurte très rapidement à ce que vous disiez toutes les deux, aux enjeux éthiques, jusqu'où aller. Parce qu'avec vos outils, vous êtes, vos connaissances et les données, non pas du CNDS, mais les données que vous avez dans l'historique du remboursement au niveau individuel, vous savez, pour un certain nombre de pathologies, exactement qui fait quoi, quel traitement ils ont, s'ils sont ad hoc ou pas par rapport aux recommandations. Si je prends le post-infarctus, par exemple, 50% des patients n'ont pas le traitement qu'il faudrait. Ça, vous le savez. Et vous pourriez agir directement, soit auprès des médecins, pour leur dire, attention, votre patient, il a fait un infarctus et il n'a pas de statine. Pourquoi ? Peut-être qu'il n'en mérite pas. Mais pourquoi il n'a pas de statine ? Posez la question. Une patiente sur deux n'a pas le traitement qu'il faudrait après un infarctus, par exemple. Alors là, on arrive à une question où vous allez vous engager dans un processus comment on appelle, de data mining, de ciblage, voire de mise en place de ce que d'autres appellent du marketing social ou du nudge. Alors, jusqu'où aller ? Et ça, c'est intéressant. J'attends avec impatience vos conclusions, de savoir jusqu'où aller. Parce que nous, association, on est extrêmement vigilants du côté ça, au libre arbitre des patients, à son autonomie. Mais versus, il ne faut pas que ce respect de l'autonomie nuise à l'équité et à l'égalité des soins. Donc c'est très difficile, la marge est difficile. Oui, parce que ça risque d'être toujours les mêmes qui vont dire oui, c'est-à-dire oui, ceux qui se préoccupent déjà de leur santé. C'est tout à fait. Alors dans Sophia, par exemple, au début de Sophia, c'était les personnes qui avaient le moins besoin qui bénéficiaient de Sophia. Vous avez rectifié les bases de manière à ce que vous orientez, sollicitez plus les personnes qui sont en situation avec des déterminants sociaux plus bas ou de précarité. Donc ça, c'est très bien, mais en fait, il faudrait que tout le monde soit dans Sophia. Et puis, il faudrait que Sophia soit plus proactif. Moi, je suis diabétique depuis 20 ans. Je suis dans Sophia depuis malheureusement pas longtemps parce qu'il y a le Covid, donc ça a tout retardé. Mais j'ai eu quelqu'un qui m'a bien expliqué, on a fixé des enjeux, mais ça n'a pas été très proactif. Je veux dire, on est dans le conseil, on n'est pas encore dans la prescription. Or, c'est dommage parce que c'est un moyen d'action très efficace. Alors, le problème, c'est jusqu'où aller. Donc, il y a la notion du consentement, mais je ne crois pas que mon espace santé soit l'espace adéquat que tu décrivais tout à l'heure, de l'endroit où on va pouvoir recueillir des données de santé. C'est un espace personnel. En revanche, les bases de l'assurance maladie, l'historique du remboursement, ça, c'est un espace collectif. Hein. Alors, pour le moment, on y met ces données par consentement tacite à partir du moment où on se fait rembourser. Mais peut-être qu'il faudrait qu'il y ait effectivement une démarche qui autorise à être plus proactif, notamment dans les messages à délivrer. Par contre, l'idée qui est excellente, c'est de dire, dans mon espace santé, permettre aux patients de se décrire comme pathologie pour recevoir les informations. Et là, nous, association de patients, on est tout à fait disposés de participer à la construction de mon espace santé pour que, par exemple, tous les messages qui sont distribués par la Fédération française des diabétiques, qui le sont qu'aux adhérents ou aux gens qui veulent bien aller les regarder, puissent être poussés vers tous les gens qui se sont déclarés diabétiques sur mon espace santé et qui ont accepté de recevoir ces informations. Jean-François, si je peux me permettre, c'est passionnant, mais il faut qu'on avance un tout petit peu. Si tu veux bien nous parler en quelques mots d'un exemple emblématique de l'intérêt des données de santé à travers l'enquête, l'étude que vous avez menée durant le Covid sur le recours à la téléconsultation. Quels enseignements ça a pu nous apporter qui justement éclairent à la fois le paysage et les décisions qui peuvent en découler? Alors, très honnêtement, j'ai reçu les données cette semaine. Donc, on a pour le moment les données brutes et pas franchement analysées. C'est une étude qu'on a faite sur toute l'année 2020 de manière exhaustive à travers le CNDS et avec un accord du CESRES et du HDH sur l'accès à la télémédecine, en particulier à la téléconsultation, de tous les patients diabétiques de France sur l'année 2020 et avec les différentes courbes et les différentes phénotypages des populations et voir s'il y a des facteurs qui prédisposent à l'utilisation de la téléconsultation ou pas. On a eu durant cette année 2020 3 millions de consultations effectuées par les diabétiques. Ça représente 25% de la population des diabétiques qui ont eu usage de la télémédecine. Donc c'est quand même énorme, c'est-à-dire 900 000 personnes qui ont utilisé une fois ou plusieurs la téléconsultation avec des variables très importantes, puisque ça va de une fois à plus de 100 fois, mais ceux qui sont à plus de 100 fois, c'est ceux qui sont dans des programmes de télésurveillance et qui donc sont en corrélation quasi quotidienne avec leur centre.
on voit que la majorité des consultations, les 2/3, sont faites par leur médecin généraliste. Et ce qui est amusant, c'est que c'est plutôt les femmes qui ont recours à leur médecin généraliste que les hommes. Donc à explorer, peut-être en rapport avec le fait qu'elles sont suivies pour d'autres raisons par le généraliste. Et puis que c'est majoritairement des populations jeunes entre 20 et 39 ans qui ont accès à la téléconsultation. Ça, c'est des chiffres importants. On voit que beaucoup de ces personnes avaient été hospitalisées auparavant, un tiers des personnes. Donc on voit que la gravité aussi a influé, peut-être l'information a influé. Puis l'autre facteur qu'on avait dans une autre étude qu'on avait faite, c'était que le principal non-recours, la cause principale de non-recours à la téléconsultation, c'est que le professionnel, le médecin, ne l'avait pas proposé ou ne le faisait pas. Donc on voit qu'il y a une acculturation de la part des médecins extrêmement, extrêmement importante à faire pour que cet outil, dont on dit dans le PLFSS qu'il ne pourra pas faire l'objet de consultation de prévention, je comprends très bien, les consultations de prévention ne pourront pas se faire par téléconsultation. C'est marqué dans le PLFSS, mais néanmoins, ces téléconsultations sont des moments de ciblage faciles pour faire le point, un peu comme vous faites au téléphone avec Sophia. Et c'est pour nous des très bons outils faits sur les maladies chroniques. Je parle de suivi de maladies chroniques. On s'entend bien dans la téléconsultation, qui permettent de bien suivre et puis de bien relancer les patients pour les différents dépistages et voire avoir accès pour certaines pathologies, comme par exemple le fond d'œil, à des fonds d'œil à distance par téléophtalmologie. On voit que c'est extrêmement important et que ça permet. Donc cette étude, on va la présenter. On a l'intention, si le Health Data Hub le veut bien, de le refaire à temps régulier pour voir l'évolution. Ce qu'on a vu aussi, c'est que bien évidemment, les pics en 2020, les pics de téléconsultation, avaient lieu pendant les périodes de confinement, avec une forte diminution en dehors des périodes de confinement, qui montre que les patients ont quand même une très forte préférence d'aller en consultation. On est bien d'accord. Voilà plein d'enseignements qu'on pourra lire à travers l'analyse plus approfondie qu'il y aura de cette étude. Avec vous trois, on a parlé de l'usage des données dans les parcours de soins et de prévention. On va maintenant aussi s'interroger dans une seconde partie sur l'intérêt des données pour mieux comprendre les déterminants de santé, et déterminants directs de santé, mais aussi indirects, environnementaux au sens large. Et c'est pour ça que c'est très intéressant de vous avoir avec nous, Paul Grignon, parce que vous incarnez, en venant nous parler justement, cette exigence de politique globale de santé qu'évoquaient nos intervenants, notamment François Bec au préalable. Et alors justement, comment, vu du ministère de l'Environnement, puisque vous le représentez en quelque sorte, comment est-ce que justement les données de santé et les données au sens large peuvent permettre d'éclairer ou d'affiner des politiques de réduction des risques dans le champ de la santé environnementale? Et c'est d'ailleurs, je pense, l'objectif du programme GD4H que vous allez nous présenter, Paul. Tout à fait, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors peut-être pour commencer l'intervention, je me permettrai de rappeler l'importance des facteurs environnementaux en termes d'impact sur la santé humaine, puisque par exemple une étude récente a montré que 48 000 à 97 000 décès prématurés étaient causés chaque année par la pollution de l'air en France. Voilà. Et donc face à cela, on se rend compte qu'il y a un défaut de connaissance de l'impact réel de ces facteurs environnementaux, et plus précisément quand on parle d'exposition multirisque multifactorielle. Donc par exemple sur les perturbateurs endocriniens, certaines études ont montré un impact sur le risque d'obésité, mais quand on les combine entre eux, on se rend compte que l'impact peut parfois être démultiplié sans qu'on arrive vraiment à quantifier les effets d'interaction, et donc c'est un véritable enjeu de recherche contemporain. Et donc, compte tenu de ces constats, l'État, du coup, s'est emparé du sujet avec les plans nationaux de santé-environnement, et aujourd'hui le 4e plan national santé-environnement, et c'est dans ce cadre-là que s'inscrit le GD4H mentionné, donc le Green Data for Health, qui est en fait une offre de service qui vise à favoriser l'utilisation des données environnementales, leur mobilisation sur les sujets de santé-environnement. Voilà, et donc le Green Data for Health, en termes de levier d'action, il se constitue de 3 briques. Donc une première brique, c'est lever le frein de la repérabilité, de la découvrabilité de la donnée environnementale utile en santé-environnement au travers d'un catalogue de données, donc qui référence aujourd'hui 129 ressources, jeux de données, bases de données environnementales,
pour les experts et les chercheurs en santé-environnement. Une deuxième brique, du coup, c'est résoudre un frein d'accès, l'accessibilité aux données, puisque les freins juridiques et la méconnaissance aussi de la complexité juridique qui peut être en vigueur face aux données. Et donc pour cela, le Green Data for Health est en train de développer 2 types d'outils. D'abord une ressourcerie juridique, donc qui est constituée en fait de fiches expliquant les concepts du droit pour les démocratiser pour les producteurs, mais aussi pour les réutilisateurs de données. Et puis est également en train de concevoir un outil d'analyse autonome qui sera destiné aux producteurs et aux gestionnaires de bases de données pour, sous la forme d'un arbre de décision et de questions-réponses, les aider à qualifier le régime juridique qui s'applique à leurs données. Et enfin, troisième brique qui englobe le tout, si je puis dire, c'est une brique d'animation, puisque la santé-environnement, du coup, c'est faire dialoguer plusieurs types d'acteurs ensemble et donc résoudre des problèmes de synergie pour aussi favoriser l'interopérabilité des bases de données de santé et d'environnement. Et donc cela au travers de plusieurs actions, notamment un appel à projet mené conjointement avec le Health Data Hub pour accompagner des projets de recherche dans la mobilisation des données environnementales et des données de santé. Et puis au travers de l'organisation d'un Data Challenge visant à produire des outils permettant de mieux mobiliser les données environnementales en santé-environnement. Et donc, on voit bien que ça, c'est vraiment les facteurs permissifs qui permettent ensuite d'avoir un véritable impact en termes de prévention. Et donc, on peut mentionner derrière le fait que ça puisse permettre, par exemple, de mettre en œuvre des indicateurs multi-exposition, donc notamment les travaux de France Stratégie qui ont été publiés dans une note d'analyse de septembre 2022 qui ont montré un indicateur d'exposition multirisque qui permet justement d'avoir un véritable diagnostic territorial et donc de mettre aussi en évidence les inégalités sociales, sociodémographiques en termes de santé combinées à des facteurs environnementaux. Derrière également de produire des outils pour éclairer le citoyen, notamment on peut penser à RocoSanté et à des outils comme l'application GER de Vive pour, dans le cas de maladies chroniques, outiller le citoyen avec de véritables recommandations. Et puis un autre levier sur lequel la donnée peut être mobilisée et qui semble particulièrement prometteur, c'est tout l'aspect optimisation de ces actions de prévention et leur évaluation. Donc on peut penser aux initiatives d'essais randomisés contrôlés qui ont été notamment initiées sur la problématique du chauffage au bois en Île-de-France, où on fait face à un constat d'un chauffage au bois qui en fait pollue énormément en air intérieur, alors qu'on le sait peu. Donc le chauffage au bois qui bénéficie d'une image plutôt positive. Et en parallèle de cela, du coup, une utilisation beaucoup en agrément du chauffage au bois. Et donc, une intervention a été mise en œuvre pour justement voir comment est-ce qu'on peut faire prendre conscience des impacts sanitaires délétères du chauffage au bois. Et ce qui a été mentionné, c'est que finalement, des simples actions de prévention ne suffisent pas pour favoriser ce passage de l'intention à l'action. Et ce qui a véritablement été générateur d'un passage de l'intention à l'action d'arrêter ou plus ou moins de modérer son utilisation du chauffage au bois, c'est quand on émettait des feedbacks personnalisés en installant des capteurs chez les ménages et en suivant vraiment leur impact en termes de réduction de pollution de l'air intérieur aux particules fines de manière personnalisée et également en comparaison à leur voisinage. Donc voilà, ça montre aussi comment est-ce qu'on peut optimiser... Ces données vont permettre de s'approcher de causalité entre des dégradations environnementales et des incidences de pathologies. Je pense notamment à l'échelle de territoire, je pense à certains faits divers de santé qui restent quand même presque non résolus, comme le phénomène des enfants sans bras ou ce type de problématique de probabilité d'exposition à des risques environnementaux qui ont des traductions sur la santé. Ces données vont permettre d'aller beaucoup plus précisément dans l'établissement d'un diagnostic et donc dans la mise en place de mesures d'accompagnement de la prévention pour les populations. Tout à fait. Voilà, le diagnostic, c'est un peu la première étape. Il faut partir d'un diagnostic pour justement obtenir des politiques de prévention ciblées. Mais effectivement, ensuite, il y a tout l'enjeu de corrélation versus causalité et aboutir vraiment à émettre en évidence un impact causal. Et donc ça, tout le champ de l'évaluation des politiques publiques, à la fois ex ante, avec des expérimentations avant passage à l'échelle, et ex post, c'est vrai que c'est un véritable enjeu, je pense, sur, d'une part, la santé en général, mais notamment sur le périmètre de la santé environnementale. Complètement. Merci beaucoup, Paul.
On revient vers vous, François Bec. On va du coup prolonger sur les déterminants et là peut-être s'attarder sur un sujet qui a été déjà évoqué, hein, mais ça serait intéressant parce que c'est vraiment une de vos missions prioritaires. Utiliser la donnée pour contribuer à la réduction des inégalités sociales et géographiques de santé, dont on voit bien qu'elles se combinent malheureusement aujourd'hui de façon forte. Comment est-ce que vous travaillez sur ce sujet chez Santé publique France? Alors, c'est effectivement une question qui est très, très centrale pour Santé publique France. On se situe dans une perspective qu'on appelle l'universalisme proportionné, c'est-à-dire qu'on va avoir des interventions qui vont chercher à être bénéfiques pour l'ensemble de la population, mais on va mettre une intensité plus forte sur certaines populations qui en ont plus besoin, et en particulier celles qui sont dans des situations socio-économiques défavorables. Pardon. Donc ça va se caractériser par des interventions qui prennent en compte l'ensemble du gradient social, mais aussi par des interventions plus ciblées, parfois qui s'appuient sur des partenariats avec des associations, des approches plus communautaires, et pour arriver à franchir le dernier kilomètre qu'on a déjà évoqué tout à l'heure. Et il y a un des moyens qu'on utilise qui est un travail sur la littératie en santé, c'est-à-dire le fait de concevoir des outils qui sont facilement accessibles pour les populations aussi qui en ont le plus besoin, qui ont le plus de difficultés, et que non seulement elles comprennent, mais qu'en plus elles en tirent véritablement profit. Ouais. Donc, pour prendre un exemple, en fait, dans les années 2000, on avait fait des études sur l'impact des campagnes et des actions de lutte contre le tabagisme. Et donc, au début des années 2000, on voyait que ça avait un impact qui était fort, globalement. Il y avait une réduction de la prévalence tabagique, mais elle était beaucoup plus forte pour les catégories les plus favorisées. Et en revanche, ça continuait à croître un petit peu. Si je peux me permettre, c'est parce que c'était combiné avec une très forte hausse du paquet. Hein. Si vous citez les chiffres de 2004-2005, à l'époque de Xavier Bertrand, je pense que c'est là où on avait augmenté de 20% le prix du paquet. Oui, enfin, il n'y avait pas que ça, il y a beaucoup de choses. Il y a tout un effort de dénormalisation du tabac aussi. D'accord. Quand on observe ce qui a été fait en Australie, en Angleterre, on voit que c'est vraiment un continuum d'actions, et puis surtout des actions très fortes, très puissantes. Et vous parliez des hausses de prix, c'est notamment quand les hausses de prix sont assez marquées que ça fonctionne véritablement. Et paradoxalement, les milieux les moins fortunés vont souvent être ceux qui ont le plus de mal à arrêter. Et ça, on a fait des travaux, des études qualitatives là-dessus qui sont vraiment intéressantes sur finalement quels sont les derniers freins. Les gens ont très peu d'argent, le tabac devient extrêmement cher. Simplement, ils considèrent que c'est le dernier plaisir qu'il leur reste parce que c'est un produit qui est très très addictif et auquel on s'attache. Pour des raisons liées au marketing. D'où la déprogrammation de l'image du tabac, hein, c'est ça l'enjeu. Exactement. Donc il y a beaucoup de manières de le faire. Et donc ce qu'on fait à Santé publique France, je reste sur l'exemple du tabac, c'est qu'on va donc faire des partenariats avec des influenceurs ou des présentateurs télé qui sont des références pour ces populations qu'on va viser, donc des plus jeunes, des milieux populaires. Et ça fonctionne assez bien. Et on va aussi utiliser des techniques de marketing social qu'on évoquait tout à l'heure, dans un souci éthique qu'on souhaite permanent, pour utiliser ces outils-là qui sont très puissants de la meilleure manière possible. Et donc on fait des formes de ciblage sociodémographique, ciblage géographique et ciblage comportementaux aussi. On observe en digital ce que les personnes vont voir sur les sites, et on leur fait passer des bannières, du coup, qui sont en écho avec leur profil. Enfin, c'est vraiment du marketing social. Voilà, c'est des choses qu'on met en place de plus en plus. Bien sûr. Quels indicateurs sont clés, justement, pour mesurer l'impact de cet apport supplémentaire de la donnée fine dans l'efficacité relative de ces démarches de prévention vis-à-vis de publics différenciés? C'est quoi les indicateurs les plus pertinents? Alors, Claude évoquait tout à l'heure le tronc commun des ménages quand on fait des enquêtes aussi autour de l'évaluation. Donc, c'est en gros des variables qui sont contenues dans ce tronc commun. Mais on utilise aussi d'autres indicateurs, des indicateurs de défavorisation sociale. Par exemple, il y a des indicateurs au niveau européen, d'autres plus français. Et en fonction des données dont on dispose, on va utiliser ces indicateurs-là.
En fait, tout dépend aussi de ce qui est disponible. Quand on monte une enquête ad hoc en population générale, on peut poser les questions qui permettent exactement de reconstruire ces indicateurs-là. Par contre, quand on récupère de la donnée, là, on prend ce qui est disponible. Et puis, il faut œuvrer aussi pour que les systèmes nous proposent cette dimension inégalité sociale et territoriale de santé qui est extrêmement importante. Merci François. Éric Carrel, on passe avec vous sur l'impact, le potentiel des objets connectés. Donc, ils apparaissent comme une solution d'avenir pour une montée en qualité de la donnée et la personnalisation des programmes de prévention. Comment à quelles conditions peuvent-ils y contribuer? Vous êtes quand même une des entreprises les plus engagées et les plus pionnières dans ce domaine. Mais vous l'avez beaucoup fait dans le champ je dirais, du wellness, comme on dit, enfin du bien-être au départ. Aujourd'hui, toutes les technologies sont mûres pour qu'il y ait de vrais impacts sur des politiques de prévention adaptées à l'état de santé des personnes. Merci. Je crois que ce micro marche. Petit réglage. Je crois que d'abord, parce que je vais dire des choses assez différentes de ce qui ont été dites ici, je voudrais d'abord dire que j'adhère complètement à tout ce qui a été dit au niveau de politique nationale, au niveau de capacité d'aller encourager le corps médical à avoir des données sur ce qui se passe au niveau de chacun des patients. Mais je crois qu'il faut prendre conscience aussi que on a du mal à avoir de la donnée en vie réelle, en grand nombre, et que ce qu'on est en train de prouver, et je peux vous assurer que ça va arriver dans les 2 à 4 ans, c'est que finalement ces données qu'on va chercher, je vais vous dire comment après, en vie réelle, vont être plus profondes que les analyses que l'on fait aujourd'hui avec les instruments les plus sophistiqués. Et pourquoi? Pour 2 raisons. Une première, c'est que ces données qui viennent de la vie réelle, elles sont en grand nombre. Et donc, en étant en grand nombre, elles nous permettent d'avoir accès à des évolutions, ce que n'ont pas toutes les politiques aujourd'hui, où on demande à quelqu'un tous les ans de faire un examen colorectal pour le cancer, etc. Et donc ça change complètement la capacité de faire de la prévention. La deuxième raison, c'est que ces données, à partir du moment où elles existent pour une personne, elles permettent de mettre en place une deuxième politique qui est comment je travaille sur le changement d'habitude. Parce qu'on peut espérer tout ce qu'on veut sur l'amélioration du système de soins, de l'amélioration de nos politiques. On sait bien qu'à un moment donné, on est limité en coûts et on est limité en moyens humains au niveau des médecins. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui, et nous, on a la chance aussi de travailler beaucoup aux États-Unis, qui est un pays où les choses sont plus compliquées que chez nous. Hein. Il y a... Pour rappel, il y a 44% des millennials, c'est-à-dire des 20-40 ans qui sont en état de maladie chronique. Il y a 24% des 12-18 ans qui sont en état pré-chronique. Et donc, ce qu'on voit, c'est que si on ne fait pas de changement d'habitude, si on ne travaille pas sur un changement d'habitude très précis, les politiques, le système de santé américain va collapser. Et donc, qu'est-ce qu'ils essayent de mettre en place? C'est comment je peux motiver quelqu'un et comment je peux faire la détection le plus tôt possible. Et ça veut dire que je suis capable d'aller chercher de la donnée sans effort. Parce qu'on sait bien que, et vous l'avez rappelé pour le cancer colorectal et pour d'autres analyses, c'est très difficile de faire venir le patient à un examen. Je discutais récemment avec un urgentiste de l'hôpital de Tarbes sur la détection d'apnée. Lui, il voit arriver des patients tous les jours dont il sait à 80% qu'ils souffrent d'apnée. Il leur prescrit une polysomnographie, une polygraphie. Ils ne viennent pas. Et donc, voilà, donc, qu'est-ce qu'on fait après ça? Donc, on peut dire, on est très content, on a fait ce qu'on vous devait, moi, médecin, j'ai fait ma prescription, mais en fait, ça n'a rien changé. Et donc, comment on va chercher ces données? Ce que nous, on a appris en étant, comme vous disiez, même si j'aime pas ce mot, dans le wellness avant, c'est qu'en fait, on est capable d'aller chercher de très nombreuses données pendant très longtemps. Typiquement, on a 70% de nos utilisateurs qui continuent de monter sur la personne 3 ans après. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'un PES-personne, c'est plus seulement un PES-personne. Ça mesure le poids, la masse grasse, mais ça mesure aussi des indicateurs de neuropathie, c'est-à-dire comment, par exemple, un ulcère va se développer. Ça mesure la vitesse d'onde de pouls. Alors, je ne sais pas s'il y a des cardiologues ici, mais c'est considéré maintenant comme un indicateur plus fort que la tension artérielle, puisque c'est un intégrateur de l'évolution cardiovasculaire. Bon, on va pas faire de débat là-dessus, mais... Ouais, mais voilà. Bon, voilà. Et puis, on mesure par exemple l'eau intracellulaire et extracellulaire. Et donc là, il y a des études aux États-Unis qui font que maintenant c'est remboursé,
qui font que, par exemple, quelqu'un qui a eu un problème cardiovasculaire, on va pouvoir détecter un deuxième risque cardiovasculaire bien en avance de phase en regardant cette évolution de l'eau intracellulaire, extracellulaire. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on arrive rapidement à faire de la prévention secondaire, puisqu'en fait, on prend une population de gens qui ont déjà fait une chute, quelle que soit la maladie, et puis on voit qu'on arrive à éviter une deuxième chute qui, en général, arrive très vite après la première. Donc ça, d'un point de vue politique public et capacité de remboursement, on sent que ces données vont permettre de faire évoluer les choses. Là où c'est plus compliqué, c'est sur la prévention primaire, puisque la prévention primaire, par définition, il faut regarder des populations extrêmement larges. Bien sûr. Et vous savez que là, le champion du monde de ça aujourd'hui, c'est Apple. Apple fait des cohortes de centaines de milliers de patients aujourd'hui. Et à la fin, pour regarder 500 personnes qui ont, par exemple, de la fibre. Mais malgré ça, ils vont prouver l'efficacité. Je veux juste insister aujourd'hui par rapport au fait qu'on est quand même énormément entre Français ici. C'est que c'est intéressant de regarder ce qui se passe ailleurs. Ils ont un avantage sur nous, même s'ils ont plein d'inconvénients, c'est qu'ils ont un système d'assurantiel beaucoup plus fragmenté. Aujourd'hui, nous, avec la CNAM, la difficulté que l'on a, c'est que quand on va à la CNAM, on dit attention, si on fait un truc, c'est pour 60 millions de Français. Et en fait, finalement, la capacité, même s'il y a des programmes étapes de tester, est en fait assez réduite. Aux États-Unis, comme il y a je sais pas combien, quelques centaines d'assurances, il y a toujours quelques assurances qui sont en pointe et qu'on arrive à convaincre et qui avancent plus vite et on a des preuves et puis ça permet de convaincre les autres, etc. Donc ça, c'est quand même important de se dire, regardons ce qui se passe ailleurs. Il y a plein de preuves qui sont en train d'arriver sur cette capacité à aider le patient, encore une fois, à deux niveaux. Un, être un peu un espèce d'ange gardien pour prévenir une maladie qui est en train de se développer bien en avance de phase. Et là, je peux vous assurer qu'on va y arriver bien plus en avance que ce qu'on fait aujourd'hui. Et deuxièmement, pour participer à ce changement d'habitude. Et juste, Eric, quel modèle économique, justement, pour permettre un usage en prévention de secondaire? On l'a bien compris, hein, beaucoup plus, je dirais, équitable, général. On le sait, hein, c'est compliqué de se faire rembourser. Alors, c'est pas la CNAM qui est responsable en direct, non, mais je veux dire, on sait que les dispositifs numériques, il y en a quand même très peu qui sont remboursés aujourd'hui. Ah oui, aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez, vous? Nous, on demande d'abord de reconnaître que la donnée qui vient de la vie réelle est importante. Et donc là, ce qu'on voit, enfin, encore une fois, pour prendre l'exemple des États-Unis, c'est que la loi Obamacare, par exemple, a mis en place des remboursements par les deux assurances publiques qui s'appellent Medicare et Medicaid sur des programmes de prévention de diabète et que finalement, ça finit par se mettre en place. Il y a maintenant ce qu'on appelle du Remote Patient Monitoring qui démarre doucement. Sur des populations vulnérables, il ne faut pas l'oublier, hein, Medicare et Medicaid en plus. Mais Medicare et Medicaid, oui. Le Remote Patient Monitoring, c'est maintenant beaucoup plus généralisé, pris en charge par beaucoup d'assurances. La difficulté, c'est qu'on fait intervenir le médecin. Et le médecin, comme ça a été dit tout à l'heure, il est déjà débordé, les données, il n'en peut plus, etc. Et donc, on voit que même s'il y a une incitation financière très forte pour le médecin, ça se met en place doucement. Parce que, qu'est-ce qu'il faut? Il faut créer des entités intermédiaires qui vont prendre en charge cet accompagnement du patient dans le changement d'habitude. Et donc, la généralisation de la télésurveillance, si elle survient enfin dans les délais, malgré le recul, devrait peut-être permettre de monter ces plateformes locales de télésurveillance avec des objets connectés ou pas? Oui, à condition qu'on reconnaisse l'importance de l'objet. C'est-à-dire qu'on peut avoir les meilleures applications du monde, on peut envoyer la meilleure publicité du monde pour éviter le tabac, etc. À un moment donné, si vous parlez à un patient, il faut lui parler de façon personnalisée, en fonction de ce qui se passe réellement dans sa vie. Et pour ça, il faut que vous ayez des données. Alors, vous pouvez dire au patient, rentre tes données. En fait, il ne va pas le faire. Par contre, si vous lui dites de monter sur un pèse-personne, de dormir sur son lit ou de porter une montre, eh bien, les Américains ont montré qu'ils le faisaient. Merci beaucoup, Eric. Fatemeh Nourhachemi, on va ouvrir une troisième partie qui est un exemple, en fait, hein, justement, de l'intérêt de ces solutions technologiques à base de données à travers le programme ICOP. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, qu'il y a un programme OMS que vous testez actuellement en Occitanie à partir du CHU de Toulouse, hein, c'est ça? Si vous voulez bien nous expliquer de quoi il s'agit. Merci, j'imagine que c'était fait exprès parce que c'est dans la suite de votre intervention justement. On a essayé. Oui. Alors ICOP, c'est Integrated Care for Older People ou soins intégrés pour les personnes âgées.
C'est un programme qui est porté par l'Organisation mondiale de la santé. Et pourquoi Toulouse? Parce qu'à Toulouse, nous sommes centre collaborateur de l'OMS pour expérimenter les programmes qui sont réfléchis et portés par l'Organisation mondiale de la santé. L'objectif de l'OMS, c'est de prévenir la dépendance des personnes âgées d'ici 2050 de moins de 25 millions à travers le monde. ICOP a été réfléchi de telle manière à ce qu'il puisse être intégré à l'ensemble des pays à travers le monde et à l'ensemble des territoires et des ressources. Donc c'est vraiment très simple à mettre en place. Et nous testons sur l'Occitanie, en vie réelle justement, le programme ICOP pour accompagner nos concitoyens de plus de 60 ans à bien vieillir et en bonne santé. Alors la définition qui a été retenue par l'OMS, c'est ne pas avoir, c'est pas forcément basé sur l'absence ou la présence de maladie, mais c'est de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire avec l'avancée en âge. Donc on peut avoir une ou deux pathologies chroniques, mais c'est de garder l'autonomie pour faire ce qu'on a envie de faire. Et pour cela, la ICOP est basée sur l'évaluation et le suivi de 6 capacités intrinsèques, 6 capacités fonctionnelles très simples à évaluer, la cognition, la mobilité, le statut nutritionnel, la thymie ou le moral, les fonctions sensorielles avec en particulier l'audition et la vision. Il y a 5 étapes pour ce programme ICOP. L'étape 1, qui est l'étape de repérage, qui prend à peu près une dizaine de minutes pour des professionnels formés. Et après, la personne elle-même, alors l'intérêt, c'est que la personne elle-même peut s'auto-évaluer en téléchargeant une application, qui est l'application ICOP sur son téléphone. Et cette auto-évaluation prend à peu près 10 à 15 minutes. Et puis, le suivi dans le temps, c'est-à-dire idéalement tous les 6 mois de ces capacités intrinsèques, permet éventuellement, s'il y avait un déclin, de déclencher une alerte, auquel cas la personne peut avoir une évaluation un peu plus approfondie de la capacité intrinsèque qui a été repérée comme étant déficiente ou altérée. Donc ça, c'est l'étape 2, avec une proposition d'un plan de soins adapté, individualisé, personnalisé, en fonction des besoins de la personne, c'est l'étape 3. La mise en place des indicateurs de ce suivi de ce plan de soins, parce qu'il faut voir si ça marche dans le temps ou pas, c'est l'étape 4. Et l'intégration des politiques de santé, des politiques territoriales dans ce programme ICOP. Très bien. Vous avez recouru à un article 51 qui appelle en fait à une dérogation du droit de la sécurité sociale. Pourquoi en fait? Alors en fait, l'objectif d'ICOP, c'est d'être mis en place dans les soins premiers, en particulier avec l'ensemble des professionnels de santé, le médecin généraliste bien sûr, mais pas que, parce que on veut atteindre le plus grand nombre et tout le monde, on sait aujourd'hui, n'a pas de médecin traitant. Et les médecins généralistes n'ont pas forcément le temps, ou aussi même 10 minutes, c'est 10 minutes. Donc, c'est les infirmières, les pharmaciens, les kinésithérapeutes et autres professionnels, à partir du moment où ils sont formés, qui peuvent le faire. Pourquoi l'article 51? Parce que ça permet une rémunération qui est hors nomenclature pour les infirmières en particulier, pour l'étape 1. Donc, chez un sujet diabétique, quand ils vont faire les soins, si la personne n'est pas dépendante, puisque je vous rappelle, on est dans la prévention, ils peuvent aussi faire ICOP en step 1 et être rémunérés de la sorte. Et pareil, il y a une rémunération adéquate pour l'étape 2, c'est-à-dire l'évaluation approfondie. Donc c'est vraiment un excellent exemple d'action-réaction à partir de données, hein, globalement. C'est ça qui est vraiment en vie réelle, qui est intéressant. Ouais. Est-ce qu'il faut, puisque c'est souvent le but recherché dans l'article 51, est-ce qu'il faut l'élargir le plus vite possible à toutes les régions? Alors, l'article 51... Marguerite Cazeneuve, oui, parce qu'il y a des régions, parce qu'elle le sait, mais il y a des régions, effectivement, qui vont l'expérimenter. L'expérimentation va durer 3 ans, au PACA, en Corse. Il y avait la région lyonnaise. Enfin, il y a quelques équipes qui se sont portées candidates. Et l'objectif, c'est de pouvoir l'expérimenter avec les ressources de territoire qu'ils ont. C'est pour ça que c'est en vie réelle et c'est intéressant. Et au bout de 3 ans, si ça marche, ça sera généralisé, bien évidemment, et ça peut rentrer peut-être dans la nomenclature. Aujourd'hui, en Occitanie, on a presque 18 000 personnes de plus de 60 ans. Ah oui, c'est pas mal. Oui, qui sont suivies. Et quand ils le font en auto-évaluation,
Nous, au Gérontopole, au CHU de Toulouse, ce sont des infirmières de télésuivi qui suivent les capacités intrinsèques et quand il y a une alerte, eh ben, on oriente les personnes vers les ressources du territoire. Je suppose que c'est trop tôt pour avoir des indicateurs précis en termes d'amélioration de la morbimortalité des patients, oui, mais je suppose que c'est prévu et qu'il y aura des publications scientifiques sur le sujet. Certainement. Super. Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à rajouter parmi les 7 intervenants? Non. J'appelle peut-être Hossein Konsari, si vous voulez bien nous donner peut-être 3 minutes de conclusion sur ce sujet, hein, prévention et données de santé, une priorité pour 2023, et en fonction de ce que vous avez entendu de nos échanges. Oui, merci beaucoup pour ces échanges passionnants. Il y a une chose qui ressort de manière assez forte de ces échanges, c'est que le domaine des technologies, de l'innovation, de ce qu'on pourrait appeler tout ce qui est un peu moderne dans la santé, ça soulève vraiment des enjeux d'intérêt public, de santé publique qui rejoignent des préoccupations de base. Et donc, ce sont des choses qui arrivent assez vite à des questions du quotidien des soignants et des patients. Donc, c'est très important pour le monde des soignants, des usagers, de la population générale, de faire un lien très fort entre leurs préoccupations de tous les jours et ces outils qui peuvent paraître un peu éloignés de ces préoccupations, mais qui en fait sont des outils d'amélioration de la qualité des soins, d'optimisation de l'utilisation des ressources, et puis qui vont nous aider à vivre mieux tous et plus longtemps. Pour ce qui est de la prévention, les discussions ont fait ressortir que la prévention, c'était un sujet qui était complexe, mais que ça n'existait pas sans les données, que prévenir, c'est d'abord constater ce qui se passe, donc il faut des données pour ça, il faut de l'épidémiologie, c'est évaluer ce qu'on fait aussi, et puis c'est modéliser des parcours, construire des modèles prédictifs de ce que vont devenir les patients soumis à certains traitements dans certaines histoires naturelles. Et pour modéliser des parcours, il faut beaucoup de données, et il faut aussi beaucoup de données d'un certain type, c'est-à-dire des données denses et des données de vie réelle, par exemple, et construire des systèmes qui agrègent des données comme celles du SNDS, qui sont en soi très riches, et des données de vie réelle qui soulèvent des questions de qualité, d'interopérabilité, de systèmes de collecte, d'investissement pour pouvoir avoir les outils pour les collecter. Tout ça, ça nécessite une infrastructure. Il y a des initiatives formidables qui sont en cours, comme le Green Data for Health, qui va permettre d'intégrer de nouvelles catégories de données dans tous ces efforts d'enregistrement de données. Mais la dernière chose que faisait ressortir, à mon sens, ces discussions, c'est qu'en toile de fond, il faut aussi beaucoup de volonté institutionnelle, de structure et de volonté politique. Donc au Hub, nous, on a créé toute une infrastructure qui permet d'être prêt, de travailler. Il y a des équipes, vous avez vu les différents directeurs, tout le monde travaille à ça, mais il faut vraiment une impulsion politique et des volontés fortes de soutien de toutes ces infrastructures pour que tout le monde travaille ensemble et qu'on arrive à développer dans le domaine de la prévention des outils qui nous permettent finalement, pour but final, que tout le monde vive un peu mieux et plus longtemps.